Et donc, mon but ici, c'est de vous donner une histoire de la physique des particules au cours du XXe siècle essentiellement. Pour cadrer les choses, sachez qu'aujourd'hui, dans l'infiniment petit, on voit des détails qui sont 100 millions de fois plus fins que ce qu'on voyait au début du dernier siècle, en 1900. Donc vous voyez le progrès qu'on a fait dans la connaissance de la constitution de la matière. Donc, le résumé de ce qu'on va discuter, c'est bien sûr de ce côté-ci. Ici, vous avez un petit monsieur qui médite sur l'univers qui l'entoure. Il regarde vers la constitution de la matière, il regarde vers le ciel, et la curiosité naturelle de l'homme fait que depuis les Grecs, on se pose des questions sur cet univers qui nous contient. Alors, les Grecs avaient aussi déjà une réponse. De quoi est constituée la matière? Eh bien, pour eux, ils avaient une solution relativement esthétique, basée sur 4 éléments, vous le savez sans doute, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ils en rajoutaient un 5e, parce qu'ils s'apercevaient que ces 4 éléments ne pouvaient constituer que la matière périssable, c'est-à-dire la matière terrestre. Or, pour eux, le monde sublunaire, c'est-à-dire au-dessus de la Lune, donc le cosmos, était quelque chose d'immuable et d'éternel. Et donc, ils avaient inventé un 5e élément qu'ils avaient appelé l'éther. Alors, c'est amusant. Avant-hier, il y avait quelques personnes qui étaient ici, je faisais un topo sur le temps et justement, et sur la vitesse de la lumière, et justement, au 19e siècle, au 18-19e siècle, on avait réadapté l'éther comme support de la propagation de la lumière. Bien, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'éther pour expliquer la constance de la vitesse de la lumière. Alors, vers l'infiniment petit, bien notre épopée, elle va aller dans ce sens-là. Et à la fin du 19e siècle, on en était à l'étape des atomes. En fait, les atomes, ce n'était pas une recherche directe de quoi est constituée la nature, c'était une conséquence des connaissances qu'on avait à partir de la chimie. C'est la table de Mendeleïev. On s'apercevait qu'il y avait des éléments naturels et puis on pouvait les classer en masse. Mais l'atome n'est qu'une étape, bien sûr. Je vous rappelle aussi, atome, ça signifie non divisible. Ça vient du grec non divisible. Donc on pensait que la matière était constituée d'un certain nombre, de l'ordre de 200 éléments qui formaient toute la matière. Alors, là, on a commencé à avoir une idée un tout petit peu plus concrète et un petit peu plus physique des choses avec un appareillage qu'on appelait les tubes cathodiques, et c'était un divertissement mondain. On allait dans les salons et puis on regardait ce qui se passait avec un tel gadget. Et c'est quoi? C'est un tube dans lequel on fait du vide. On connaissait dès le 19e siècle, il y a eu d'abord le tube de Crookes, ensuite comme héritier, il y a eu le tube cathodique qui était comme ceci en longueur, et on mettait une tension électrique, Volta était déjà passé par là, entre cette extrémité-là et cette extrémité-là, et on voyait, s'il y avait un petit peu d'obscurité, on voyait une sorte de faisceau un peu luminescent de couleur bleutée. Et ce faisceau, bien, on l'identifia à un jet de particules élémentaires qu'on appelait l'électron. Pour rappeler l'histoire pas très ancienne, les tubes de télévision fonctionnaient sur ce principe ici. Alors,
il y a eu quelques difficultés pour vérifier exactement cette hypothèse, parce que on n'arrivait pas à faire dévier ce faisceau quand on leur amenait un champ magnétique ou un champ électrique extérieur. Et c'était une question de vide dans le tube. Et c'est M. Thomson qui, en améliorant le vide à l'intérieur, prouve que c'est vraiment un jet de particules qui porte une charge électrique qui sera la charge élémentaire, le fameux moins 1,6 10 moins 19 coulombs, qui sera mesuré par M. Mélécan un peu plus tard. Il a fait une expérience vraiment très amusante où il observait la chute de petites gouttes électrisées dans un champ électrique. Et il en a conclu que toutes les charges électriques étaient multiples de ce nombre, qui est maintenant la charge élémentaire de l'électron. Négatif, pourquoi? Mais ça, c'est une histoire de convention, parce que déjà, pour les plus anciens, on produisait de l'électricité en frottant une barre, soit avec de la peau de chat, soit avec je ne me souviens plus quoi, et on savait qu'il y avait deux charges, une positive, une négative, et donc on a gardé la convention qui avait été prise bien avant ces recherches. Alors, on sait qu'à partir de la matière, on peut sortir assez facilement des électrons. Et juste pour donner un exemple, des électrons, vous en recevez par un beau jour ensoleillé d'été. Si vous touchez une plaque métallique, vous recevez une secousse, c'est des électrons. C'est un ensemble d'électrons. Donc l'électron, c'est quelque chose qui va sortir assez facilement de la matière. Mais l'électron a une charge négative, or la matière est neutre. Donc il y avait bien l'idée qu'il devait y avoir des charges positives pour compenser. Alors là, il y avait deux modèles. Le modèle planétaire, et c'est Rutherford qui fit les calculs de ce qu'on devait trouver à partir d'un modèle planétaire. Et puis il y avait un modèle en nougat. Bon, mais ce n'est pas la peine de développer ça. Le modèle planétaire a été confirmé par une expérience faite d'ailleurs par messieurs Geiger et Marsden. Geiger, le tube, c'était un élève de Rutherford. Et qu'est-ce que ça consistait en quoi? Ça consistait à envoyer un rayonnement, la radioactivité Becquerel, c'est la fin du 19e siècle. Donc là, on est en 1911, on connaissait déjà les alpha, les bêta et les gamma, et lui envoie des alpha sur une feuille d'or. Alors pourquoi l'or? C'est parce que l'or, on peut le façonner en très petites épaisseurs, 20 microns. Et il regardait comment sortaient les alphas. Alors ça, c'est un petit peu le prototype de toute la physique aux accélérateurs jusqu'aux collisionneurs dont on parlera plus tard. La physique aux accélérateurs, c'est quoi? Vous envoyez un projectile de plus en plus énergique sur un bout de matière et vous regardez ce qui sort. Pourquoi? Parce que la règle très simple, c'est que plus vous frappez fort, plus votre sonde est énergique et plus vous voyez des détails petits. Et donc je vous disais qu'on voit aujourd'hui des détails 100 millions de fois plus fins qu'il y a 120 ans. C'est simplement parce que l'énergie est beaucoup plus énergique, est beaucoup plus élevée. Alors, modèle planétaire de l'atome, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui tournent autour d'un noyau positif, et le noyau positif est constitué de particules ayant des charges positives, la charge juste opposée à la charge de l'électron, et c'est ce qu'on appelle les protons. Alors, ça ne suffisait pas, et il faut inventer très rapidement une nouvelle particule qui a les propriétés très similaires aux protons. La propriété, c'est quoi? C'est en gros, c'est la masse par rapport à l'électron.
le proton pèse 2000 fois plus que l'électron. Et il fallait une nouvelle particule ayant des propriétés, donc la masse équivalente à celle du proton, mais pas de charge électrique. Bien, les Joliot-Curie ont presque fait la découverte, mais ils se sont trompés, ils l'ont interprété comme un gamma, un photon de haute énergie, et c'est Chadwick en 1932 qui identifie le neutron, c'est-à-dire de nouveau une particule très proche du proton, mais sans charge électrique. Et donc, à partir de là, eh bien, on avait une vision vraiment très simple de tous les éléments de la table de Mendeleïev, en gros. Hein, vous avez des électrons qui tournent autour d'un noyau, et ces noyaux sont constitués de protons et de neutrons. Z protons, alors les protons sont chargés, donc s'il y a Z protons, l'atome aura une charge du noyau plus Z fois la charge élémentaire, et donc aura Z électrons qui tournent autour, et puis N neutrons, parce qu'on connaissait les isotopes, etc., etc. Et à partir de ceci, bien, on a commencé toute la physique nucléaire. Hein. La physique nucléaire, c'est celle qui s'intéresse au noyau. Bien. Et donc, à cette époque-là, 1932, eh bien, on semblait avoir rempli la feuille de route, c'est-à-dire que toute la matière semblait pouvoir être reproduite à partir de 3 particules élémentaires, l'électron, le proton et le neutron. C'était très simple, c'était encore plus fort que chez les Grecs. Alors, à partir de là, bien sûr, commencent les ennuis. Et le premier, c'est le neutrino. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une 4e particule élémentaire? Ben, c'est un problème de conservation d'énergie. Alors, vous savez que l'énergie se conserve toujours. Hein, au XIXe siècle, l'énergie cinétique devient énergie potentielle ou chaleur. Ensuite, à ce niveau-là, ça sera aussi de l'énergie nucléaire bientôt. Et la grande loi de la physique, c'est que l'énergie se conserve dans tous les processus. Elle se change, elle se transforme, mais elle se conserve. Et là, on tombait sur un problème, c'est que les désintégrations de type bêta, c'est-à-dire celles qui produisent un électron, semblaient ne pas conserver l'énergie. Et ce fut un problème qui dura une bonne vingtaine d'années. Et il fallut attendre une fameuse lettre de Wolfgang Pauli en décembre 1930 qui postule une nouvelle particule neutre et pratiquement indétectable. Et donc vous voyez que si les désintégrations bêta produisent un électron, l'électron est mesuré, et c'est à partir de lui, vous voyez, ce qu'on trouvait pour l'électron, c'était une énergie à partir d'un élément donné, une énergie qui n'avait pas une valeur fixe, mais au contraire qui montrait un spectre continu comme ceci. C'est-à-dire, a priori, on ne pouvait pas connaître l'énergie de l'électron émis. Alors que pour les désintégrations alpha ou gamma, eh bien, quand on prend un élément, quand on considère un mode de désintégration, la particule produite a toujours une énergie de Ray, ce qu'on appelle une énergie de Ray monocinétique. Et donc, avec Pauli, eh bien, vous voyez que ça augmente les degrés de liberté. Vous produisez un électron, mais aussi un neutrino, et les deux se partagent l'énergie totale, plus ou moins au hasard. Et c'est Fermi qui, en 1933, prend l'idée au sérieux. Je dois dire que cette idée, dans sa fameuse lettre, il écrit une fameuse lettre à ses collègues qui se réunissaient pour le congrès Solvay, et il intitule ça, lui ne voulait pas aller à ce congrès, et il leur envoie une lettre qu'il avait intitulée Lieben radioaktiven Damen und Herren, chers messieurs et dames radioactifs.
Et alors il leur proposait ça comme une solution désespérée, parce qu'il leur proposait quelque chose qui semblait aller au-delà de l'expérimentation. Hein. Vous voyez que si le neutrino n'a pas de charge et disparaît, bien sûr, on reproduit exactement cette courbe-là, c'est ce que fera Fermi en 1933, mais pour que ça disparaisse, ça signifie qu'ensuite, pour aller vérifier que c'est vraiment là, ça posera des tas de problèmes. Alors, Fermi a aussi, non seulement il a écrit la théorie, mais bien sûr, il a baptisé cette nouvelle particule, hein, il l'a appelée neutrino, petit neutre, puisqu'il était italien. Et il fallut attendre 1956, c'est-à-dire un quart de siècle, pour avoir la preuve expérimentale. Et donc, ça montrait bien que c'est excessivement difficile de voir le neutrino. Alors, s'il y a des questions, hein, je vous signale tout de suite que pendant 30 ans de ma vie, j'ai travaillé sur les neutrinos, donc ça sera difficile de m'arrêter, donc ne posez pas de questions sur les neutrinos. Alors, en 1932 aussi, même un petit peu un peu avant, un autre os dans la théorie. Alors, on en est à 4 particules, électrons, protons, neutrons plus neutrinos, mais un petit peu en coulisses, il y a un monsieur Dirac, Paul Dirac, un Anglais, qui se demandait, tiens, j'aimerais bien écrire l'équation de la dynamique des électrons dans des champs, c'est-à-dire l'équivalent de l'équation de Newton, mais au lieu d'une pomme qui tombe d'un pommier, bah lui, il voulait un électron qui virevolte dans des tensions électrico-magnétiques. Et donc, il écrit son équation, qui est l'équation, la fameuse équation de Dirac, en 1928, mais en la résolvant, il trouve qu'il y a des solutions avec des énergies négatives. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les énergies étaient constamment conservées, mais en plus, elles sont toujours positives. Hein. Une énergie négative, ça n'a pas de sens, sauf à partir d'une convention d'un zéro quelque part. En tout cas, là, ça ne marchait pas. Alors, il réfléchit, et il eut l'intuition, le trait de génie, que plutôt que d'imaginer des électrons à énergie négative, eh bien, c'était la même chose sur ces équations, c'était la même chose de considérer des particules ayant les mêmes propriétés que l'électron, portant bien une énergie positive, mais ayant une charge opposée à la charge de l'électron. Donc des E+, qu'on appelle des positrons. Et donc, vous voyez que c'était une première révolution. Pourquoi ? Parce que ça ouvrait tout le monde des antiparticules et tout l'antimonde. Hein. Alors, bien sûr, là aussi, c'était une idée théorique. La physique, c'est une science expérimentale, donc les théories, aujourd'hui, je vous en parlerai peut-être un petit peu à la fin. Aujourd'hui, il y a des tas de théories qui vous disent quelle est la prochaine étape. Hein. 99% sont fausses. Hein. Donc, la physique se base sur des prédictions théoriques, mais qui doivent être vérifiées pour être validées par la nature. Et heureusement, vous voyez, il a suffi de 4 années pour que Carl Anderson trouve ce positron dans les rayons cosmiques. Alors ça, c'est une photo très fameuse. Il ne faut pas que je perde trop de temps à expliquer les détails, mais vous voyez, la trace est ici, et puis elle se poursuit là, elle est courbée, c'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique, et ça, c'est une plaque de plomb, et c'était la grosse astuce de cette expérience pour dire que cette trace allait comme ceci, elle venait d'en haut, parce qu'a priori, on ne savait pas si elle venait d'en haut ou d'en bas. Hein. Mais là, au passage de ce plomb, il y a perte d'énergie, et la courbure
augmente. Pourquoi? Parce que l'énergie diminue, et donc on sait que c'est bien ça a toutes les propriétés de ce positron qu'on attendait. Bon, donc le positron est bien là, et de nouveau, si le positron est là, l'argument de Dirac est le même pour toutes les particules élémentaires, donc on s'attendait à un antiproton. Ça a été une autre paire de manches de trouver l'antiproton. En 1955, il a fallu construire un nouvel accélérateur à Berkeley, mais l'antiproton était bien là. Alors, maintenant, toutes les particules dont je vous parlerai sont flanquées de leurs antiparticules, toutes les particules de matière. Il y a deux catégories, particules de matière, particules de champ, on verra. Toutes les particules de matière sont flanquées de leurs antiparticules, et le gros problème, c'est où est passée l'antimatière. Pourquoi? Parce que eh bien, dans le schéma qu'on a, l'origine de notre univers est à chercher dans le phénomène du Big Bang. Il y a 14 milliards d'années, le Big Bang, c'était une soupe très chaude, très agitée, mais qui contenait autant de particules que d'antiparticules. C'était de l'énergie pure. Autant de particules que d'antiparticules il y a 14 milliards d'années. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'antiparticules. Alors, on connaît tout des antiparticules. Hein. Au laboratoire, on en voit. Dans les rayons cosmiques, on en voit. Mais ce sont des objets très fugaces, à la destinée très éphémère. Pourquoi? Parce que comme on est dans un monde de matière, eh bien, dès qu'une antiparticule est produite quelque part, et de nouveau, ça se passe assez facilement, eh bien, cette antiparticule trouve très rapidement la particule opposée, la particule antagoniste, et particule plus antiparticule, c'est de l'énergie pure, c'est-à-dire des photons, et ça disparaît. Donc les antiparticules, l'antimatière existe, on connaît bien ses propriétés, et il y a au CERN de très très belles expériences pour aller aller chercher une différence entre, par exemple, un atome d'hydrogène et un atome d'antihydrogène, c'est-à-dire un antiproton avec des positrons qui tournent autour. Pour le moment, on n'a vu aucune différence, enfin, je veux dire, dans les niveaux d'excitation, les choses comme ça. Mais la grande question, c'est où est passée l'antimatière. On en reparlera peut-être à la fin si on a un peu de temps. Alors, les rayons cosmiques. Alors, dans les rayons cosmiques, depuis déjà pas mal de temps, 1933, on avait découvert une particule, on l'appelait le mésotron. Alors, méso, pourquoi? Parce que méso, en grec, ça veut dire au milieu, moyen. Parce qu'on connaissait l'électron, alors l'électron, ça sera la famille des leptons. Lepton, ça veut dire léger. De l'autre côté, on connaissait le proton, 2000 fois plus lourd, le neutron, aussi à peu près 2000 fois plus lourd, on les appelait des baryons. Baryon, ça veut dire lourd. Et celui-là venait entre les deux. Sa masse est 200 fois supérieure à la masse de l'électron. Et bon, où voyait-on ça? Jusqu'à la guerre, la dernière guerre mondiale, cette physique se faisait dans les montagnes essentiellement. Hein. On montait avec des détecteurs. Pourquoi? Parce qu'on étudiait les rayons cosmiques. Et en fait, dans les rayons cosmiques, on a découvert le positron, on a découvert le muon comme ceci, on découvrira aussi toute une famille, la famille des particules étranges. Pourquoi? Parce que dans les rayons cosmiques, et ça, je ne pense pas qu'il y ait une conférence là, mais de temps en temps, on donne cette conférence d'astrophysique, on trouve toutes les particules dans les rayons cosmiques. Alors bien sûr, à un niveau facilement exploitable ou pas exploitable, mais toutes les particules sont là. Et donc le muon posait le problème qu'il n'avait pas les propriétés qu'on attendait pour une particule ayant cette masse-là. Et en particulier, il n'était pas arrêté, il pouvait traverser beaucoup de matière. Il pouvait traverser 1 mètre de fer sans être arrêté.
Alors, je vous signale aujourd'hui qu'actuellement, vous recevez à peu près 100 muons par mètre carré chaque seconde. Donc il y en a plein qui vous traversent. Ne craignez rien, c'est inoffensif, enfin, on suppose. Parce que ça a quand même une charge électrique, c'est la même charge que les électrons. Hein. Et ce muon, ne cadrait pas avec ce qu'on avait jusque-là. Et on sait aujourd'hui, enfin, on l'a su très rapidement, mais il ouvrait une seconde famille de particules. En fait, il y a ce monsieur Isidore Rabi qui a eu cette Who ordered it, hein, qui l'a commandé. À quoi servait-il? On ne savait pas à quoi il pouvait servir. Et donc, c'est le premier élément de la deuxième famille. Alors, puisqu'il y a une deuxième famille qui pointe son nez, eh bien, il va y avoir un second neutrino. Là aussi, ça a été toute une saga. On a parlé du neutrino qui est produit dans les désintégrations bêta, donc avec les électrons. Eh bien, ce neutrino, c'est aujourd'hui celui qu'on appelle le neutrino électronique parce qu'il est toujours associé à un électron. Il est produit avec un électron et s'il interagit, il donne un électron. Mais avec le muon, eh bien, on s'est aperçu qu'il fallait introduire un second neutrino. Et ce second neutrino, eh bien, on l'appellera neutrino-muon. Et lui aussi est produit avec un muon dans la désintégration d'autres particules, les pions. Et quand il interagit, il donne un muon. Donc c'est le neutrino, le second neutrino qui est associé au muon, comme le premier neutrino est associé à l'électron. Ce qui fait que, vous voyez, on classe des particules qui ont des similarités en différentes familles. En 1975, une autre découverte qui n'était pas du tout attendue, un détecteur à Stanford qui s'appelait Mark I recherchait des interactions entre un positron et un électron. Alors il y a eu des tas de générations d'expériences qui cherchaient de telles interactions, de telles annihilations, parce que électron plus positron, particules avec antiparticules à la même énergie, ça fait de l'énergie pure. Et cette énergie pure, eh bien, elle peut se matérialiser en différentes choses. Et donc, vous voyez, vous faites interagir électrons et positrons en ce point-là, et puis vous regardez avec un détecteur qu'est-ce qui sort. Je vous montrerai tout à l'heure un détecteur au LHC, c'est la même chose, vu comme ça. Hein. Simplement, c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus grand, etc. Mais ça avait déjà 3 mètres quand même. Hein. Et l'énigme, là, c'était qu'on voyait sortir un électron d'un côté, et puis on voyait sortir un muon de l'autre. Alors vous voyez que c'est gênant parce qu'on disait toujours que l'électron est associé à une famille et le muon est associé à une autre famille. Et là, les deux familles semblaient mélangées. Eh bien non, elles ne sont pas mélangées. C'est simplement que c'est la troisième famille qui pointe le bout du nez. Et vous voyez que, en fait, ce qui se passe, c'est et plus et moins donnent cette nouvelle particule positive, cette nouvelle particule négative, et chacune se désintègre. L'une se désintègre avec un électron. Et alors, bon, pour compenser ce qu'on appelle le nombre leptonique, il faut ce mélange-là. Et puis l'autre se désintègre avec un muon. Les neutrinos ne sont pas vus, et donc il nous reste juste un électron et un muon. Et donc ça, c'est la troisième famille. Et s'il y a 3 leptons, électrons, muons et maintenant taux, eh ben, il va y avoir 3 neutrinos. Et effectivement, les 3 neutrinos, ça c'est une expérience qui a eu lieu au CERN dans les années 1990. Dans un faisceau de neutrinos, un exemple de neutrino interagit dans ce détecteur pour donner une particule
qu'on peut identifier comme un électron, ce sera donc un neutrino électronique. Celui-là donne une particule qui traverse de la matière et donc identifiée à un muon, c'est le neutrino de seconde classe. Et puis celui-là, eh bien, il donne une petite particule que vous voyez à peine ici, parce que dans le laboratoire, elle a seulement 1 millimètre de longueur, et puis elle se désintègre après. Et bien ça, c'est un tau. Le tau a une vie moyenne de 10-13 secondes, donc ne vit que sur des distances très petites. Et ça, c'est une photo prise par, alors ceux d'entre vous, peut-être certains se souviendront des neutrinos supraluminiques dans l'expérience, dans une expérience en Italie qui étudiait des neutrinos envoyés 730 km plus tôt du CERN. Ça, c'est justement un des événements tel qu'il était vu dans ce détecteur. Donc, où en est-on? On a 3 neutrinos avec leurs 3 leptons associés, électrons, muons, tau. Alors, d'un autre côté, donc là, on a suivi la filière à partir de l'électron et de son neutrino. Donc, on voit que le couple doit être copié 2 autres fois. Mais maintenant, il y a le côté proton-neutron. Alors, proton-neutron, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Eh bien, les accélérateurs sont entrés en puissance dans les années 1950 et je vous ai dit que l'expérience type, c'était toujours d'envoyer des faisceaux de plus en plus accélérés sur une plaque de métal, sur une cible, et puis regarder ce qui se passait. Et là, ça a été la boîte de Pandore. On met de côté électrons, muons, tau, et puis on regarde tout le reste. Alors on a découvert d'abord les pions, ensuite les kaons, ensuite des résonances, mais aussi les lambda, sigma, tau, oméga, rho, d, etc., etc. On se retrouvait dans les années 60 avec à peu près 200 particules qu'on appelait encore élémentaires. Alors 200 particules élémentaires, ça fait beaucoup par rapport aux Grecs qui n'avaient que 4 éléments. On voyait bien qu'il se passait quelque chose, ça ne pouvait plus être élémentaire. Et bon, alors je vous montre ici un exemple d'un détecteur qui était ce qu'on appelait une chambre à bulles. C'était un détecteur très puissant. Une chambre à bulles, c'est des bulles, enfin c'est un liquide qui est juste à la limite de l'ébullition du liquide. Alors il y a un piston qui se lève quand des particules arrivent, et le piston, qu'est-ce qu'il va faire? Il diminue la pression, donc ça enclenche l'ébullition, et il se trouve que l'ébullition commence où il y a des charges électriques. Or, les particules qui ont traversé ont lâché des charges électriques par ionisation du liquide. Et donc, ça permet de voir très précisément des traces. Alors bon, il faut avoir l'œil, là, parce qu'il y a plein de traces parasites. Mais ça, eh bien, quand on l'interprète, on s'aperçoit que c'était un faisceau de kaon qui produit un grand oméga avec un K0 ici, etc., etc. Et on voit toute la panoplie, enfin pas toute, mais une partie de la panoplie des particules élémentaires qui se succèdent les unes après les autres sur la photo. Et donc, on avait 200 particules élémentaires. Et il a fallu Gell-Mann et aussi Zweig pour postuler des constituants plus fondamentaux. Et c'est Gell-Mann qui a donné le nom quark. Alors quark, si vous voulez tout savoir, quark c'est un mot un petit peu curieux. Eh bien, c'est Gell-Mann qui l'a trouvé dans Finnegan's Wake. Finnegan's Wake, c'est un roman de James Joyce. Parce que dans James Joyce, il y a une comptine qui commence par 3 quarks for Master Mark. Et je vous avertis tout de suite, regardez pas la traduction française. Dans la traduction française, vous ne trouverez pas le mot quark.
Et donc, qu'est-ce que c'est que ces quarks? Eh bien, ce sont des éléments, des objets plus élémentaires que les protons et les neutrons. Donc, les protons et les neutrons, on savait déjà que les protons et les neutrons avaient une structure, une dimension, une taille. On connaissait, on avait mesuré la taille d'un proton ou d'un neutron, c'est de l'ordre de 10-15 mètres. Eh bien, alors que l'électron, je vous le répéterai, l'électron, on n'a pas de taille de l'électron, on n'a qu'une valeur supérieure à la dimension de l'électron. Donc l'électron, encore aujourd'hui, est élémentaire. Alors que là, on trouvait que les baryons, c'est-à-dire protons, neutrons et la famille des autres particules similaires, eh bien, n'étaient pas élémentaires, mais étaient constitués de 3 quarks. Quark, quark, quark. Et la famille des mésons, alors méson ici c'est intermédiaire, mais c'est le pion. C'est la famille des pions et des kaons. Eh bien, cette seconde famille de mésons, elle est constituée d'un quark et d'un antiquark. Et toutes les particules élémentaires qui étaient connues à cette époque-là, donc années 70, pouvaient se comprendre comme ce système soit de 3 quarks, soit de quarks antiquarks, à partir de 3 quarks, 3 objets nouveaux, le quark U, le quark D et le quark S. Par exemple, le proton porte la charge plus 1, le quark U porte la charge plus 2 tiers. Le quark D porte la charge moins 1 tiers. Donc si vous prenez U et D, vous avez 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers, ça fait bien plus 1. Mais le neutron, eh bien vous prenez 1U et 2D, ça fait 2 tiers moins 1 tiers moins 1 tiers, ça fait 0. Et quant aux mésons, eh bien, le pi plus, il a une charge positive, donc vous prendrez un U plus 2 tiers et un anti-D moins 1 tiers, donc plus 1 tiers, 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1, etc. etc. Et avec 3 quarks comme ceci, vous faites tous les mélanges possibles et vous obtenez toutes les particules qui étaient connues à cette époque-là. Bien. Alors, en 1974, une grande révolution, le 10 novembre 1974. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le même détecteur dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la découverte du tau, on découvre le 4e quark, le quark C. Et alors, pour tout vous avouer, j'étais postdoc dans cette expérience. Pour moi, c'est l'expérience du siècle. 2 prix Nobel, un pour le quark C et un autre pour le lepton tau. C'était vraiment très enthousiasmant, d'autant que la physique, à cette époque-là, semblait s'ankyloser. On cherchait des pôles de Rayleigh, c'était pas très excitant. Et puis là, soudain, un 4e quark, et avec les idées de 5e quark et de 6e quark, donc ça ouvrait toute une nouvelle, des horizons complètement nouveaux. Alors comment est-ce que ça s'est fait? Je vous ai dit tout à l'heure que cette expérience se faisait en annihilation et plus et moins, et donc on pouvait changer les énergies et plus et moins comme ceci. Ici, c'est justement l'énergie totale et plus et moins. Et puis, à une certaine énergie, 3,1 GeV, on trouve ce qu'on appelle une résonance, mais c'était une résonance très très fine. C'est-à-dire, on formait un nouvel état de la matière qui avait un temps de vie très long. Alors, très long pour une particule. Hein. Et donc, en fait, cette nouvelle particule de 3,1 GeV, qui a été appelée le psi à Stanford et appelé le J à Brookhaven, le laboratoire concurrent de l'autre côté des États-Unis, bon, c'est toute une histoire. Alors aujourd'hui, on l'appelle le J-psi. Et ce J-psi, eh bien, c'était en fait
la combinaison d'un quark, du nouveau quark C, avec l'antiquark C. Bon, quatrième quark, bien. Avant de résumer la situation, vous avez vu que le quark, je vous ai dit, j'ai parlé de charge non entière, plus 2 tiers, moins 1 tiers. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Alors, il se trouve que les quarks ont cette propriété de n'être jamais vus de manière libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un faisceau de quarks. On construit un faisceau de pions, de muons, de protons, de tout ce que vous voulez, des particules, des 200 particules qu'on a vues, si elles ont un temps de vie suffisant. Mais les quarks, eux, n'existent que liés entre eux, soit sous forme de 3 quarks, soit sous forme de quarks-antiquarks. Ce ne sont pas des états, des objets qui peuvent se libérer. C'est pour ça que leur charge, quand je disais plus 2 tiers à propos, c'est plus 2 tiers de 1,6 10 moins 19, plus 2 tiers de la charge élémentaire. Alors, vous allez dire, est-ce que ces quarks existent vraiment ou est-ce que c'est juste un outil mathématique pour expliquer la structure de ces familles de particules? Eh bien non, enfin, de nouveau, ça ne peut pas être libre, mais on voit leur existence dans ce qu'on appelle des jets, des jets. Et par exemple, et on dit que eh bien, quand ils se libèrent, quand ils sont produits, ils ne peuvent pas se montrer tels que tout nus, et ils s'habillent. Et ils s'habillent de quoi? De particules qui, elles, osent se montrer. Alors, comment on peut imaginer ça? Ben, vous avez et plus et moins, toujours. En fait, l'interaction va produire quark, antiquark. Ces quarks vont s'habiller. Alors, ça signifie quoi? Eh bien, un quark va prendre des antiquarks ou va prendre d'autres systèmes de quarks, d'où du vide. Le vide, c'est quoi? Le vide, c'est très loin du néant. Le vide en mécanique quantique, c'est quelque chose de très compliqué qui grouille de particules-antiparticules. L'énergie, c'est particules-antiparticules, comme au moment du Big Bang, mais à des énergies bien plus faibles. Et donc, un quark essaye de se libérer, et puis immédiatement, il y a des quarks et des antiquarks du vide qui sautent dessus, et ça forme un pion, un kaon, ça forme une particule qui a le droit d'être vue. Et si on est à suffisamment haute énergie, vous voyez, et plus et moins, donc je vous dis, initialement, ça produit quark-antiquark, qui, dès qu'ils sont libérés, dès qu'ils sont produits, s'habillent, eh bien vous voyez, ça forme effectivement un jet et un autre jet, et ça, ce sont les quarks initiaux qui se sont habillés et qui vont en sens opposé, parce que les plus et moins vont en sens opposé. Il n'y a pas d'impulsion globale dans le système du laboratoire. Bon. Donc, tout se passe comme si ces quarks existaient vraiment, et eux sont sans dimension. Je vous ai dit que le proton avait une dimension de 10-15 mètres. Les quarks vont avoir la même dimension que l'électron, c'est-à-dire inférieur à 10-18 mètres, et donc ils sont, à l'heure actuelle, élémentaires. Alors, là encore, une autre famille intéressante, c'est les gluons. C'est quoi les gluons? C'est l'équivalent des photons pour les interactions qui lient entre elles les particules à l'intérieur du noyau. Et les gluons, c'est quoi? Bon, ils ont certaines propriétés. N'ont pas de charge, n'ont pas de masse. Comment les voit-on? Eh bien, un petit peu comme les quarks. Et là, vous voyez, quand on monte en énergie, et plus et moins encore, ça forme un quark et un antiquark
mais quark et antiquark ne sont pas opposés en direction parce qu'ils ils ont diffusé un troisième jet, et ce troisième jet est identifié au gluon. Bon. Finalement, où en est-on? 6 quarks et 6 leptons. Alors, la liste complète, elle est là. Ça, c'est la première famille avec les quarks U et D, l'électron et son neutrino. Seconde famille, le quatrième quark C avec le quark étrange S, le muon et son neutrino. Et la troisième famille, T, B, tau, neutrino. Alors, je vous ai un petit peu parlé de ça, des 3 neutrinos. Je vous ai parlé des 3 premiers quarks U, D et S, le quatrième. Bon, en 1977 a été trouvé le B, et en 1995 à peu près a été trouvé le T. Ces 3 quarks-là, on charge plus de tiers. Ces 3 quarks-là, on charge moins un tiers. Ces 3 leptons, on charge moins 1. Ces 3 neutrinos n'ont pas de charge. Alors, quelques réflexions là-dessus. Tout d'abord, la matière ordinaire ne nécessite que cette première colonne. À quoi servent la deuxième et la troisième colonne? Ce n'est pas du tout clair, sauf à dire qu'il faut 3 colonnes pour expliquer quelque chose de tout à fait technique qu'on appelle la violation de CP, et qui peut-être est la solution à la disparition de l'antimatière. On y reviendra un tout petit peu. Mais à part ça, toutes ces particules-là, c'est pour donner une raison d'être aux physiciens des particules. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait complet, puisque je vous ai dit qu'il y a des anti-électrons, il y a même aussi des antineutrinos. Hein. Alors, c'est quoi les antineutrinos? Le neutrino électronique va donner un électron quand il interagit, l'antineutrino électronique va donner un anti-électron quand il interagit. C'est tout très cohérent. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les particules de champ. Les particules de champ, l'idée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les idées de jauge. Les interactions, par exemple un électron et un proton, vont interagir, et une interaction est vue comme un échange de quelque chose. Et l'échange, si c'est une interaction électrique, c'est un échange de photons. Les photons, les mêmes que ceux de la lumière. Les gluons, je vous ai montré le troisième jet, les gluons, c'est ce qui est échangé entre des quarks qui sont liés pour former le proton ou le neutron. Hein, donc, les gluons expliquent l'interaction entre quarks. Les W et Z expliquent ce qu'on appelle les interactions faibles. Et comme interaction faible, on a vu au début la désintégration bêta. Bon, et donc, voilà où on en est. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est fini? On a 3 familles. Est-ce qu'il va y en avoir au fur et à mesure où on monte en énergie ou en précision, une quatrième, une cinquième, une sixième? Non. Et ça, ça a été prouvé en 1989. Il y a 3 familles et c'est fini. Donc, comme on les a tous trouvés, alors il manquait le boson de Higgs, j'y reviendrai. Hein, alors, on peut aussi dire, là, il faudrait peut-être un graviton. Le graviton, c'est quoi? Ça serait la particule échangée lors d'une interaction de gravitation. Et vous avez vu dans la presse qu'on vient 3 fois de suite de trouver des ondes gravitationnelles. L'onde gravitationnelle, c'est l'équivalent de la lumière pour l'électromagnétisme dans le cas de la gravitation. Hein. La lumière est composée de, vous savez, le problème de la dualité onde-corpuscule. Eh bien, si la gravitation veut bien suivre un même modèle, on s'attend, un jour ou l'autre, à voir la face particule de la gravitation, et donc, on a déjà donné le nom, hein, ce serait un flux de gravitons. On n'en est pas encore là.
Alors, le résumé, voilà. Il y a 110 ans, on en était là, un atome, 10-10 secondes. Il y a 105 ans, avec Rutherford, on en était au noyau, proton, neutron, 10-14, 10-15. Bon, le proton est là à 10-15 mètres, donc 5 ordres de grandeur. Aujourd'hui, on en est aux constituants élémentaires, l'électron et ses grands frères, les quarks, 10-18. Mais le 10-18, de nouveau, ça, ce sont des tailles, tandis que 10-18, c'est une valeur supérieure. Hein, et on ne sait absolument pas si la prochaine étape, c'est-à-dire la taille de l'électron, c'est 10-20, c'est 10-30. Enfin, certains théoriciens savent. Ceux qui travaillent sur les cordes vous disent c'est 10-35. Hein. Donc, eh bien, voilà où on en est. Et ça, c'est la même chose. Alors, à partir de là, on peut être très content. Hein, je vous ai dit, entre l'atome et puis ses constituants élémentaires, il y a un facteur 100 millions. Donc, on connaît vraiment les choses de manière très précise. Mais ça pose des tas de problèmes. Alors, l'un des problèmes, c'est cette question de masse. Vous voyez que si je regarde l'électron, il a une masse de 9-10-31 kg. Le proton, 2000 fois plus. Les neutrinos, alors les neutrinos, ça aussi, c'est toute une histoire. Les neutrinos, on croyait qu'ils n'avaient pas de masse jusqu'à il y a 15 ans. Maintenant, on sait qu'ils ont une masse. On ne sait pas exactement quelle masse, mais on connaît l'échelle. Et c'est dans les milliélectronvolts. C'est-à-dire que les neutrinos ont des masses qui sont à peu près milliards de fois plus petites que les protons. Mais ça, c'est ma présentation sur les neutrinos, que je ne vous fais pas. Sachant qu'il y a à peu près des milliards de fois plus de neutrinos que de protons dans l'univers, il se trouve que tous les neutrinos de l'univers pèsent autant que tous les protons de l'univers. C'est quand même pas mal. Bon, les WZ ont des masses 80-90 fois supérieures à la masse du proton, le quark top encore plus. Tout ceci, on ne sait pas d'où ça vient. Or, on aimerait quelque chose d'unificateur. Hein, la théorie du tout que recherchent les théoriciens, ça serait de comprendre tous ces paramètres. Il y a dans ce qu'on appelle le modèle standard des particules, il y a 21 paramètres qui semblent aléatoires, hein, choisis comme ça, qu'on mesure très bien, mais on aimerait avoir de grands principes qui prédisent ces valeurs ou qui relient ces valeurs entre elles. Or, ça semble être complètement fortuit. Alors, ça, c'est l'un des problèmes de la physique actuelle, de la physique des particules actuelles. L'autre problème, c'était que toutes ces masses, elles sont là, on les mesure, mais la théorie, elle, qui prédisait très très bien les probabilités d'interaction dans tel ou tel canal entre particules, eh bien, elle était fondée sur des particules, des échanges, les particules échangées lors d'interactions sans masse. Or, ces particules ont une masse. Et donc, pendant très longtemps, le problème s'est posé, d'où vient la masse des particules? Alors, la réponse dans le boson de Higgs, vous en avez très probablement entendu parler. Ce boson de Higgs, c'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle particule élémentaire qui a des propriétés très spéciales. Elle est neutre, elle a une grande masse elle-même, et elle imprègne tout l'univers, et l'électron, les protons, etc., prennent leur masse par contact avec ce nuage de boson. Bon, ça c'est dit en termes poétiques. En termes mathématiques, Monsieur Higgs avec messieurs Brut et Englert avaient concocté une théorie pour essayer justement d'inclure les masses des particules dans
le modèle des interactions de particules, ils avaient cogité ça il y a 50 ans. Hein, donc c'était une très vieille histoire. Et donc, depuis très longtemps, on recherchait le boson de Higgs. Dans chaque fois qu'il y avait un nouvel accélérateur, donc on montait en énergie, on disait, tiens, on va rechercher le boson de Higgs. Ensuite, on s'est aperçu que c'était toujours plus difficile, que le boson de Higgs avait une masse très élevée, et c'est en 2012, finalement, au LHC, que le boson de Higgs a été trouvé. Alors, bon, le LHC, Large Hadron Collider, vous aurez une présentation plus tard, enfin pour ceux que ça intéresse. Le LHC, c'est un collisionneur, c'est-à-dire un double accélérateur. Ça accélère des protons dans un sens, ça accélère des protons dans l'autre sens, et on recherche proton contre proton. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est construit dans un tunnel à 100 mètres sous terre dans la plaine de Genève. Là-bas, vous avez le Mont Blanc, le jet d'eau est quelque part par ici. Et ça fait 27 km de circonférence. Et sur ces 27 km, eh bien, il y a quelques points où protons et protons interagissent, et ce sont ces points qui sont dotés de détecteurs qui vont regarder tout ce qui sort. Alors, le tunnel, c'est ça. Il y a 1230 aimants de 6 mètres de long, etc., etc. Et les protons vont là-dedans à la vitesse pratiquement de la lumière, pas tout à fait, mais presque. Ils traversent, je ne sais plus combien de fois, 10 millions de fois par seconde la frontière franco-suisse, parce que le tunnel est à cheval. Et il y a 4 détecteurs principaux. Le plus remarquable, c'est le détecteur Atlas. Et vous voyez, la taille est donnée par ce monsieur, cette dame et ses enfants. Hein. Ça fait 44 mètres par 22 mètres ici. Ça fait 7000 tonnes. 7000 tonnes, c'est le poids de la tour Eiffel. Mais au contraire de la tour Eiffel, on doit connaître tous les points à l'intérieur à 10 microns près. Hein, parce qu'il y a une suite de différents matériaux et il y a un peu de tout là-dedans. C'est très très compliqué, c'est du travail d'orfèvre. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut regarder, donc les interactions proton-proton ont lieu en un point central, hein, les faisceaux arrivent perpendiculairement, et puis on regarde tout ce qui sort. Ça, c'est les 22 mètres, et il y a un ensemble de détecteurs qui sont spécialisés là pour identifier les électrons et les photons, là pour identifier les hadrons, là pour identifier les muons qui, eux, traversent beaucoup de matière. Et donc, vous voyez que des centaines de particules sont produites chaque fois qu'un proton et un autre proton se rencontrent à ces énergies-là. Alors, le Higgs, eh bien, le Higgs, c'était assez curieux comme situation. Le Higgs, d'après la théorie, on connaissait toutes ses propriétés sauf la masse. Et donc la masse, enfin, on avait des idées déjà par les recherches précédentes. On savait que la masse était supérieure à 90 GeV, et la théorie, par des propriétés de cohérence, la théorie disait que ça devait avoir moins de 200 GeV. Donc on avait une fenêtre. Mais la masse était inconnue. Mais pour une masse donnée, on savait exactement combien il s'en produirait dans les conditions d'interaction étudiées, et puis on savait en quoi on pourrait le voir. Et il se trouve que le mode le plus simple pour aller chercher le boson de Higgs, c'est de le rechercher en une désintégration en paires de photons. Donc le Higgs se produit à l'intérieur ici, entre ces points-là, et puis il se désintègre immédiatement,
et de temps en temps, ils se désintègrent en photons plus photons, et ces photons, eh ben, ils ressemblent à ça. Ils sont vus dans ce qu'on appelle des calorimètres qui identifient les photons. On mesure leur direction, on mesure leur énergie, et puis on reconstruit et on regarde si ça donne ce qu'on attendait. Et voilà ce que ça a donné en 2012. Vous voyez justement, 2 photons sont associés, et puis, alors il y a des tas de photons qui viennent d'autres origines, et donc ces autres origines, ça donne cette courbe-là, et puis sur cette courbe-là, qu'on appelle le background, le bruit de fond, eh bien, il y a un petit excès, une petite accumulation. Alors bon, ce transparent-là a déjà un peu de temps, maintenant c'est un petit peu mieux, mais enfin vous voyez, le signal, c'est un petit excès à une masse de 125 GeV. Et donc ça, c'est comment apparaît le boson de Higgs dans cette expérience. Alors, le Higgs est au rendez-vous, mais ce que l'on connaît monte à fort peu de choses. Dans le ciel, on sait aujourd'hui qu'il y a de l'ordre de 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie, et il y a de l'ordre de 100 milliards de galaxies dans l'univers entier. Donc 100 milliards par 100 milliards, ça fait 10 000 milliards de milliards d'étoiles. Et pourtant, ces 10 000 milliards de milliards d'étoiles n'expliquent que 0,5% du contenu de l'univers. Donc vous voyez, les physiciens des particules qui croyaient avoir résolu tous les mystères avec leurs constituants élémentaires s'aperçoivent au bout du rouleau qu'ils n'expliquent, alors pas 0,5%, ils expliquent 4%, parce que la matière ordinaire, toute celle dont je vous ai parlé, eh bien, elle n'est pas seulement dans les étoiles, les trous noirs, etc., mais elle est aussi dans des tas dans des immenses nuages de gaz. Et heureusement pour nous, heureusement pour le futur, parce que ces nuages de gaz, c'est le berceau pour les nouvelles étoiles. Il se produit à peu près une nouvelle étoile par galaxie et par an. Donc vous voyez que il y en a 0,5% qui sont déjà sous forme d'étoiles et donc qui ont consommé une partie de la masse de la matière ordinaire, mais il y a encore 4% là en attente. Donc il y a encore du futur dans l'univers. Mais donc ça c'est un premier problème de matière de matière noire, enfin de matière sombre, dans le sens où ces nuages sont très difficiles à détecter. Mais bien sûr, beaucoup plus sérieux, il y a la masse cachée de l'univers, l'énergie noire, et en fait, on se retrouve un petit peu aujourd'hui dans la situation où était la physique à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y avait un monsieur Kelvin. Vous avez entendu parler de l'échelle de température de Kelvin, donc c'était un très fameux physicien, il était lord, et il disait, ben voilà, la physique a tout expliqué, il n'y a plus qu'à mesurer de manière de plus en plus précise les choses, mais on comprend tout. Alors, c'est vrai qu'au XIXe siècle, il y avait eu des progrès gigantesques au niveau, bon, la gravitation était connue déjà bien avant, mais surtout l'électromagnétisme avec Maxwell, Faraday, etc. etc. Donc, et la table de Mendeleïev. Donc on croyait avoir, enfin, Kelvin croyait avoir résolu tous les problèmes. Et puis, juste dans les coulisses, il y a eu la relativité qui arrivait, et puis la mécanique quantique. Donc les deux grandes révolutions. Maintenant, les énigmes équivalentes, les énigmes équivalentes, bah, c'est la masse cachée, l'énergie noire, et je vous ai dit aussi la disparition de l'antimatière. C'est les trois grandes questions actuelles. Alors, ça, ce sont les trois grandes questions, disons, expérimentales, en ce sens que masse cachée, l'énergie noire, et aussi, c'est quelque chose, on sent, ça demande une réponse expérimentale. Il y a aussi d'autres questions
qui sont beaucoup plus théoriques, comme la compatibilité entre la gravitation, c'est-à-dire la relativité, et puis la mécanique quantique. Les théories des cordes, etc., etc., la gravitation quantique, ça c'est pour les théoriciens de top niveau. Je n'ai pas le temps de vous dire l'évidence la plus probante de masse cachée, c'est ça. Vous pouvez poser la question. Quand l'infiniment petit rencontre l'infiniment grand, oui, le LHC, on espérait beaucoup du LHC. Alors, personnellement, ma carrière est faite, donc je m'en lave un petit peu les mains, mais le LHC a trouvé le Higgs, c'est très bien. Donc, mission accomplie. Mais on espérait vraiment que le LHC trouve ce qui vient après. Pourquoi ? Parce que le LHC reproduit les conditions qui existaient à 10-10 secondes après le Big Bang. Pourquoi ? Parce que le Big Bang, c'était des particules élémentaires de très grande énergie. L'univers a gonflé, les énergies ont diminué. Et on se retrouve aujourd'hui avec des énergies toutes petites. Et donc vous prenez ces particules et puis vous les accélérez, ça revient à remonter vers le Big Bang. Et l'énergie produite au LHC, ça équivaut à au temps 10-10 secondes. Donc en quelque sorte, on essaye de cloner le Big Bang en éprouvette. Et donc on se disait, en particulier pour la masse cachée, la masse sombre, qu'on imagine sous forme de particules, eh bien, elles devaient être produites aussi au Big Bang, et donc elles seront produites au LHC. Eh bien, il n'y a rien. Bon. Et donc, fin de partie ou prolongation, les étoiles représentent 0,5%, la matière ordinaire 4%, les neutrinos à peu près comme les étoiles. C'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup. La masse cachée, 25%. L'énergie noire, 70%. 95% de l'univers est inconnu, invisible. Donc il y a du pain sur la planche. Pourra-t-on un jour comprendre toute la réalité ? Personnellement, j'en doute un peu. Malgré tout, une phrase pour terminer, une phrase optimiste de Albert Einstein, enfin optimiste, non, une phrase émerveillée de Albert Einstein, et franchement, c'est vrai, le plus incompréhensible de toute cette histoire, c'est que le monde soit compréhensible. Et il y a différents volets à cette phrase. Tout d'abord, le fait que l'univers se laisse ausculter par l'homme, c'est pas du tout évident. La seconde chose, c'est que l'homme s'intéresse à des trucs qui sont infiniment extérieurs à tous ces problèmes quotidiens. Pourquoi ? Et puis il se trouve que l'intelligence humaine est pile en accord. L'intelligence humaine a inventé le langage mathématique. Donc le langage mathématique, c'est quelque chose de complètement subjectif. Et puis c'est pile adapté à comprendre la réalité extérieure. Bon, mais on me fait signe, je m'arrête là.